Monsieur Antoine Folly, bonjour. Bonjour Justin. Voilà, vous êtes le premier responsable, le délégué général de l'Union des démocrates socialistes du Togo. Merci d'avoir accepté de nous accueillir chez vous ce matin pour un entretien qui va porter sur la conclusion des travaux de la CENAP, dont votre formation a pris part de bout en bout. Avant toute chose, comment se porte aujourd'hui votre formation politique l'UDS Togo? L'UDS Togo, comme tous les partis togolais, se porte bien. L'UDS continue d'exister. Nous l'avons connu, bien sûr, comme beaucoup de partis. Disons une accalmie, enfin une espèce d'hibernation jusqu'à maintenant, depuis l'élection présidentielle. Mais cela ne nous empêche pas de continuer à travailler sur le terrain, à l'intérieur du pays surtout, et à continuer à former nos militants et à les sensibiliser aux enjeux politiques, aux enjeux socio-économiques et culturels auxquels notre pays est confronté et auxquels nous sommes appelés à apporter des solutions. Voilà, dans un passé récent, votre formation faisait partie de la C14, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Vous avez milité, vous avez revendiqué beaucoup de choses à l'endroit du Togo. Et on sait comment ça s'est passé, ce que ça a donné par la suite. Aujourd'hui, vous avez pris part aux travaux de la concertation nationale entre les acteurs politiques du Togo. Qu'est-ce qui a motivé la participation de l'USDS Togo à cette rencontre? Oui, alors vous vous souvenez peut-être que le 14 juillet, l'UDS avait sorti une déclaration pour faire le point du processus électoral après l'élection présidentielle. Et dans face à la confusion générale, l'UDS avait proposé à l'époque que le chef de l'État prenne l'initiative d'une concertation nationale pour discuter pas seulement des problèmes électoraux, mais aussi voir de quelle façon nous pouvons appréhender tous les problèmes, tous les défis auxquels notre pays est confronté, voir tous les problèmes qui minent le développement du Togo. On voit bien que le développement ne va pas assez vite et qu'il y a des freins même au développement, des freins à la démocratie, avec des implications sur le plan économique, sur le plan du développement. Donc, les problèmes ne sont pas que des problèmes électoraux. Donc, nous avons appelé les autorités à initier une concertation nationale pour mettre sur le tapis tous les problèmes qui se posent à notre pays, y compris les problèmes électoraux. Voilà, votre formation. Donc, quand le gouvernement a initié cette concertation, évidemment, qui allait dans le sens de ce que nous-mêmes nous avions déjà réclamé, nous ne pourrons pas nous dérober. Donc, nous avons répondu présent, d'autant plus que l'UDS faisait partie des formations politiques qui ont répondu aux critères fixés par le gouvernement, à savoir la participation à l'une au moins des 3 dernières élections législatives, locales et présidentielles. Voilà. Comment ça s'est déroulé les travaux de la CENAP? Bon, les travaux se sont déroulés, ce sont des négociations, il ne faut pas se faire d'illusions. D'entrée du jeu, le gouvernement a voulu orienter les discussions autour de l'organisation des élections régionales. Mais la quasi-totalité des partis avait souhaité que ces discussions ne concernent pas uniquement l'organisation des élections régionales, mais l'ensemble des problèmes liés à l'assainissement du cadre électoral, mais pas que. Donc, que les discussions s'étendent également aux problèmes de gouvernance, aux entraves à la démocratie, à une réflexion sur les mesures
d'apaisement et de décrispation de la vie politique nationale, mais aussi que l'on aborde tous les défis socio-économiques auxquels le pays est confronté. Donc voilà le cadre qui a été fixé. Bon, bien sûr, il a fallu commencer par quelque chose. Donc nous avons commencé par le cadre électoral. Bon, et là, j'avoue que les discussions, contrairement à ce que l'on peut penser, n'ont pas été faciles. Ce n'est pas parce qu'on ne communiquait pas que les choses se passaient très bien. Si ça se passait très bien, ça n'aurait pas duré 6 mois. Donc, les discussions ont été très très difficiles. Sur certaines questions, on a passé beaucoup de temps parce qu'on voulait cette fois-ci aller en profondeur, trouver des solutions durables. Mais, comme je dis, ce sont des négociations. Et nous avons en face de nous un gouvernement qui a tous les pouvoirs, qui a le pouvoir législatif, le parti au pouvoir est quasiment une majorité écrasante à l'Assemblée. Le gouvernement est un gouvernement issu du parti au pouvoir. Donc, les discussions n'ont pas été faciles, ça a été très difficile, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Nous avons même été au bord de la rupture à certains moments, mais ce qui est important et qu'il faut souligner, c'est que de part et d'autre, aussi bien du côté de l'opposition que du côté du pouvoir, il y avait une réelle volonté de parvenir à des compromis. Évidemment, qui parle de compromis, veut dire que nous n'avons pas 100% des propositions ou des positions avec lesquelles nous sommes allés à ces négociations, qui parle de compromis, dit que chacun doit faire un pas en direction de l'autre. Bon, on a essayé de le faire et les accords auxquels nous sommes parvenus, ce sont des compromis. Des compromis, évidemment, des compromis qui, pour certains, ne sont pas, j'allais dire, des positions ou des propositions définitives. Il y a certaines propositions sur lesquelles qu'on a adoptées, mais sur lesquelles nous avons dit que nous verrions à l'application, notamment aux prochaines élections législatives, nous referions l'évaluation pour savoir si on améliore ou si on abandonne pour faire carrément autre chose. Bon, c'est le cas, par exemple, de l'authentification des bulletins de vote. On va y revenir, mais avant d'en arriver là, quels sont les partis qui ont pris part à ces pourparlers? Non, il y avait au total 21 partis qui répondaient aux critères fixés par le... Bon, il y avait la plupart de tous les partis actifs actuellement sur l'échiquier politique national. Donc les 21 partis, c'est les partis qui ont participé aux élections législatives de 2018, et ceux qui ont participé aux élections locales de 2019 et aux élections présidentielles de 2020. Voilà, au total 21 partis. Alors sur ces 21 partis, il y en a 4 qui sont membres de la dynamique Monseigneur Moudjou, la DMK, qui ont décliné l'invitation. Il s'agit de MPDD, la CDPA, les DSA et le NI, qui sont allés aux élections, qui répondaient aux critères, mais qui ont décliné l'invitation. Après la deuxième réunion plénière, le CAR, le parti de feu Maître Aboibo, a suspendu sa participation par solidarité vis-à-vis de la DMK. Bon, voilà, donc sur les 21, il y en a donc 17 qui ont commencé, le quart s'est retiré, donc il en restait 16, et tout récemment, peu avant la clôture des travaux,
L'ANC s'est également retiré, enfin, pas retiré, mais a également suspendu sa participation. Donc, pour résumer, au total, sur les 21, bon, on peut dire qu'il y a 15, enfin 16 qui ont mené les travaux presque jusqu'au bout. Et puis, à la fin, l'ANC qui s'est retiré, donc il en restait, je crois, 16 ou 15 partis. Voilà, les partis parlementaires, les partis extra-parlementaires, on peut citer l'UDES Togo, on peut citer les FDR, on peut citer PSR, on peut citer ADI, la CPP, ADI, PDR. Voilà, le PDR, le MCD, bon, donc voilà, tous ces partis. Donc, au niveau des partis parlementaires, il y a bien sûr UNIR, qui représentait la majorité parlementaire, et puis l'UFC, le NET, le MCD, PDP, le MRC, bon voilà, donc tous les partis qui sont actuellement représentés à l'Assemblée nationale en dehors de UNIR. Voilà. Quelles sont les principales propositions issues de la CENAP? Bon, alors disons que, comme je suppose que vous avez le document, le document final, ce que je tiens à dire d'abord, c'est que ces conclusions constituent les accords auxquels les participants sont parvenus. Donc, tous les partis de la majorité parlementaire, de l'opposition parlementaire, de l'opposition extra-parlementaire, qui sont allés jusqu'au bout de cette négociation, se sont mis d'accord sur ces points. Ces points ont été transmis au gouvernement, qui a pris acte. Maintenant, il reste au gouvernement à les mettre en œuvre, c'est-à-dire à les traduire en projet de loi pour la modification du code électoral, projet de loi pour modifier la Constitution, un projet de loi pour modifier la loi sur les manifestations, la loi sur le statut de l'opposition, etc., etc. Donc, il revient maintenant au gouvernement de traduire ces propositions en projet de loi et à l'Assemblée nationale de les adopter. Voilà. Bon. Alors, maintenant, en termes de... Bon, il y a... j'ai le document sous les yeux. Il y a 51 points. Sur les 51 points, bon, on ne va pas avoir le temps ici de les balayer tous, mais ce que... bon, il y a des points dont on peut dire qu'ils constituent des innovations par rapport à l'existant. De sorte qu'on compare ce qui a été acté dans le temps par rapport à ce que vous avez fait. Voilà, tout à fait. Donc, il y a la recomposition de la CENI. Bon. Nous avons voulu garder l'esprit d'une composition paritaire de la CENI entre la majorité et l'opposition. Donc, ce qui a été retenu, c'est la CENI est composée de 17 membres. Nous avons retenu que 8 membres seraient grosso modo issus de la majorité parlementaire et 8 membres issus de l'opposition, auquel s'ajoute un membre un représentant de l'administration. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, sur les 8 membres de chaque côté, majorité opposition, il y a 7 représentants politiques désignés par les partis et un représentant de la société civile. Voilà, ce qui fait les 8. Alors, nous avions émis des réserves sur le représentant de l'administration. Nous aurions souhaité que le représentant de l'administration ne dispose pas de droit de vote parce que
l'administration nous représente tous. L'administration, par essence, doit être sans parti pris, donc impartial et neutre. En plus, le représentant de l'administration est désigné par le ministre de l'administration territoriale. Donc nous avons considéré que donner le droit de vote aux représentants de l'administration viole la neutralité de l'administration, mais en plus donne une majorité mécanique au parti au pouvoir qui disposerait alors de 9 membres au lieu de 9 membres, alors que l'opposition en aurait 8. Cela déséquilibre l'esprit de la parité que nous avons voulu octroyer à la CENI. Bon, nous nous sommes défendus. Malheureusement, cette proposition de ne pas donner le droit de vote aux représentants de l'administration n'a pas été retenue. Nous le déplorons, mais nous continuerons à défendre cette position par la suite. Alors, en fait, ce que vous venez de dire, quelle est l'innovation aujourd'hui? Alors, justement, les gens se posent la question de savoir quelle est l'innovation. Avant, dans le code électoral actuel, la majorité disposait de 5 membres. Il y avait 5 membres pour la majorité, désignés par la majorité, 5 par l'opposition parlementaire. Ensuite, 3 représentant les partis extra-parlementaires. Pas l'opposition extra-parlementaire, mais les partis extra-parlementaires. 3 représentant la société civile et 1 représentant l'administration. Alors, l'innovation, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de partis extra-parlementaires, mais de l'opposition extra-parlementaire. Et ça a son importance, parce que dans ce qui se faisait avant, le parti au pouvoir avait 5, mais pouvait coopter un des 3 partis extra-parlementaires. Et pouvait également coopter 2 des représentants de la société civile, ce qui faisait les 8. Vous voyez? Plus le représentant de l'administration, ça faisait 9 pour le parti au pouvoir. On peut parler de déséquilibre tout de suite. Absolument. Donc le déséquilibre que nous dénonçons aujourd'hui existait déjà. Bon. Alors au niveau de l'opposition, l'opposition parlementaire avait 5 représentants, auxquels s'ajoutent 2 représentants de l'opposition extra-parlementaire. 2 partis extra-parlementaires cooptés par l'opposition parlementaire. Ça fait 7. Ça fait 7. Plus 1 représentant de la société civile, ce qui fait 8. Alors, et c'est là toute la subtilité. C'est que, au niveau des CELI et des bureaux de vote, seuls les partis ou sensibilités représentés à la CENI pouvaient avoir des représentants dans les CELI, c'est-à-dire les commissions électorales locales, et dans les bureaux de vote, les CLC et les bureaux de vote. Alors, ce qui se passait avant, c'est que comme l'opposition n'avait que 2 représentants, parmi les extra-parlementaires, mais l'opposition n'était représentée que dans les 2 tiers des bureaux de vote, dans les 2 tiers des CELI. Alors, ça veut dire que nous étions théoriquement absents dans 1 tiers des CELI et 1 tiers des bureaux de vote. Alors, 1 tiers des bureaux de vote, c'est plus de 3000 bureaux de vote, vous voyez, dans lesquels l'opposition extra-parlementaire était absente. Alors, aujourd'hui, comme nous avons 3 représentants de l'opposition extra-parlementaire,
cela nous donne le droit d'être représentés dans toutes les CELI, 100% des CELI et 100% des bureaux de vote. Et ça, c'est quelque chose c'est une subtilité que les gens... Parce que si on s'arrête uniquement au nombre de représentants, ben on peut dire que rien n'a changé. Que la majorité parlementaire avait déjà 9 et l'opposition 8. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Sauf que dans l'ancienne formule, l'opposition extra-parlementaire était absente de dans un tiers des bureaux de vote et dans un tiers des CELI. Ce qui est important. Dans un tiers des bureaux de vote, vous n'êtes pas présent, mais ça veut dire que vous ne pouvez faire valoir aucun de vos droits. Alors qu'aujourd'hui, la nouvelle formule permet à l'opposition extra-parlementaire. Et le sort a voulu qu'aujourd'hui, l'essentiel, la grande partie de l'opposition, puisque en raison de notre boycott des élections législatives, que la grande partie de l'opposition soit aujourd'hui constitue aujourd'hui l'opposition extra-parlementaire. Donc, c'est la raison pour laquelle, aux dernières élections locales, aux dernières élections présidentielles, l'opposition extra-parlementaire était quasiment absent, dans au moins un tiers des bureaux de vote. Voilà, ceci peut expliquer beaucoup de choses. Voilà, donc cette subtilité-là, il faut vraiment la faire connaître à ceux qui s'intéressent à l'accord. Ça nous paraît très important. Voilà, c'est l'opinion en général. Voilà. Et voilà, permettez que je puisse quand même vous poser cette question. Généralement, on parle de la composition d'une CELI technique pour éviter les problèmes politiques, parce qu'on en a connu, ça fait des années. Pourquoi vous n'avez pas pensé à une CELI technique? Bon, alors, la question a été posée. Et nous nous sommes mis d'accord sur le principe d'évoluer vers une CENI technique. Voilà, pour justement éviter tous ces problèmes politiques. Mais, vous savez, nous sommes au Togo. Une CENI technique, ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord sur sa composition. Qui doit désigner les membres? Seront-elles nommées? Seront-ils élus? Etc. S'ils sont élus, qui va les élire? S'ils sont nommés, qui va les nommer? Voilà. Donc, nous avons considéré que, pour le moment, on reconduit le principe de la CENI politique et, comme un cadre va être mis en place dans le cadre de cette discussion, on va continuer la réflexion pour parvenir à une CENI technique à l'avenir. Voilà, on comprend là que la politique, c'est une question de rapport de force. Aujourd'hui, vous n'avez pas ce rapport vis-à-vis de vos adversaires politiques. Ça peut se comprendre? Non, ce n'est même pas ça. C'est que nous n'avons pas le temps matériel. Rien que l'assainissement du cadre électoral, ça nous a pris 6 mois. Alors, si on devait parler de la mise en place d'une CENI technique, bon, les discussions, au moins sur ce plan, auraient duré 1 an. Bon, on ne va pas quand même... Puisque le gros débat, même quand vous voyez dans les autres pays aujourd'hui, c'est la composition de la CENI qui pose problème. Évidemment. Donc, nous avons préféré reconduire la CENI politique, tout en nous mettant d'accord qu'à l'avenir, il faut évoluer vers une CENI technique et engager dès maintenant la réflexion sur ce que doit être cette CENI technique. Voilà, si on subtile le document de 15 pages, il y a également eu une recomposition au niveau des bureaux de vote. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir là? Bon, non, au niveau des bureaux de vote, bon, d'abord au niveau des CELI. Au niveau des CELI, bon, là aussi, nous avons... Voilà, il y a une nouveauté. C'est que avant, la CELI couvrait la préfecture. Aujourd'hui, vous avez des préfectures qui ont 4 ou 5 communes. Bon. Donc, ce que nous avons, ce sur quoi nous sommes mis d'accord, c'est qu'aucune CELI
ne puisse couvrir plus de 3 communes. Donc, lorsqu'il y a 4 communes, par exemple, dans la préfecture de Hao, par exemple, où il y a 4 communes, eh bien, il y aura 2 CELI. 2 CELI. 2 CELI. Commission électorale locale indépendante. Indépendante. Il y aura 2 CELI et chaque CELI couvrira 2 communes. Voilà. C'est important parce que je prends le cas de la préfecture de Hao, où une seule CELI devait couvrir 4 communes. C'est une préfecture très vaste. Et vous imaginez tous les problèmes qu'il pouvait y avoir. Donc, le principe a été retenu d'avoir, de faire en sorte qu'aucune CELI ne couvre pas plus de 3 communes. Voilà. Et puis, au niveau de la CELI, s'est posé aussi le problème du représentant de l'administration. Alors, au niveau des CELI, il y avait 2 problèmes. Le président de la CELI était un magistrat qui dépend bien sûr de l'État, et un représentant de l'administration qui avait aussi un droit de vote. Donc, d'entrée de jeu, on considère que le parti au pouvoir partait déjà avec 2 voix d'avance sur l'opposition. Alors, donc ce que nous avons retenu maintenant, c'est qu'on s'est battu pour que la présidence automatique par un magistrat S qualité soit abandonnée. Malheureusement, on n'y est pas parvenu. Comme je disais tout à l'heure, c'est une négociation, c'est des compromis. Voilà. Mais, en revanche, on a obtenu que le représentant de l'administration au niveau des CENI, enfin au niveau de tous les démembrements de la CENI, c'est-à-dire au niveau de la CENI, au niveau des CLC, au niveau des bureaux de vote, que le représentant de l'administration ne dispose plus de droits de vote, voilà, de voix délibératives. Voilà. Donc, et partout, on a maintenu la parité. Il y a par exemple 3 pour la majorité parlementaire, au niveau des CELI, 3 pour la majorité parlementaire, 3 pour l'opposition, à raison de 2 pour l'opposition parlementaire et 1 pour l'opposition extra-parlementaire. Et le représentant de l'administration n'a pas de droit de vote. Alors maintenant, si les magistrats jouent leur rôle convenablement et s'affranchissent de toute forme de servitude vis-à-vis du pouvoir, eh bien, les CELI devraient fonctionner convenablement, puisque le représentant de l'administration n'a plus de droit de vote. On considère qu'il y a une parité absolue entre l'opposition et la majorité. À ce moment-là, ça donne au magistrat, qui est le président, de trancher. Voilà. Non, mais j'ai un pouvoir d'abord d'arbitrage. D'arbitrage. Et un pouvoir d'arbitrage en se référant uniquement à la loi, au code électoral, et non pas en se référant à des directives qu'il pouvait recevoir de ses supérieurs hiérarchiques. Voilà. Donc, si les magistrats jouent convenablement, et nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi, les magistrats jouent convenablement leur rôle d'arbitre, eh bien, normalement, les CENI, les bureaux de vote, enfin, les CLC, les bureaux de vote, devraient fonctionner normalement, puisque la parité absolue est maintenant instaurée. Voilà. Et en dehors de ça, on constate que malheureusement, les magistrats, le rôle qu'ils jouent lors des élections, est-ce que vous avez eu des garanties vis-à-vis de ces propositions qui sont aujourd'hui actées? Non, des garanties. Quelles garanties peut-on avoir? Les magistrats sont là, ils seront présidents des CENI. Bon, quelle garantie on peut avoir si ce n'est un appel à leur bonne foi et à leur conscience de magistrats et à leur serment, au serment qu'ils ont prêté de servir la nation, de servir et de respecter le droit. Voilà. Nous sommes obligés de nous en remettre à leur bonne foi. À défaut d'avoir réussi à faire élire
les présidents de CELI par les membres de la CELI, bon, nous sommes obligés de nous en remettre à leur bonne foi et bon, nous continuerons à en appeler à leur bonne conscience et à leur bonne foi. Voilà, parler de l'assainissement du cadre électoral, il y a aussi le fichier électoral qui également est un défi lorsqu'on parle du Togo. Qu'est-ce que vous avez eu à retenir à ce niveau? Alors, vous savez, jusqu'à présent, nous avions, pour s'inscrire sur le fichier électoral, il y avait 2 éléments d'identification. Des éléments d'état civil, nom, prénom, filiation, etc., etc. Mais il y avait aussi des éléments biométriques. On prenait les empreintes, il y avait la photo numérisée, l'iris, etc. Mais dans le code électoral, rien n'était dit sur les éléments biométriques d'identification. Dans le code électoral, il était dit que voilà, dans le code électoral actuel? Oui, dans le code électoral actuel, la personne s'inscrit sur l'enregistrement de ses données d'état civil. Alors que dans la pratique, on enregistrait aussi les données biométriques, mais cette obligation ne figurait nulle part dans le code électoral. Donc, désormais, dans le code électoral, nous avons demandé qu'il soit inscrit que l'inscription, l'enregistrement de tout électeur dans le fichier électoral se fasse sur la base des données d'état civil, mais aussi des données biométriques. Voilà, donc les empreintes, la photo numérisée, etc. Voilà, donc, et que ces données biométriques fassent l'objet de contrôle. Parce que nous avons ce qu'on appelle des cartes biométriques. Mais lorsque vous avez vous-même fait l'expérience, vous arrivez le jour du vote dans un bureau de vote, on regarde votre carte, on regarde la photo, on voit que c'est vous. Parfois même on ne regarde pas la photo, on s'assure juste que vous êtes inscrit dans le bureau de vote et puis on vous redonne votre carte et puis vous allez voter. Donc, ce que nous avons retenu également, c'est que par la suite, à l'avenir, le contrôle de l'électeur se passe non seulement sur les données d'état civil, mais aussi sur les données biométriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous arrivez dans un bureau de vote avec votre carte, eh bien, on aura un dispositif de lecture de votre carte et de lecture et d'affichage des données pour nous assurer, donc là, tous les éléments vont être affichés et on s'assurera que c'est vraiment la personne qui se présente qui est enregistrée dans le fichier. Et en plus, il y a un contrôle biométrique. On demandera à la personne de poser son empreinte sur un lecteur d'empreinte de façon à vérifier que l'empreinte de la personne qui se présente avec la carte correspond à l'empreinte qui est enregistrée dans le fichier. Ça, c'est dans le futur, ça? C'est dans le futur, mais c'est quelque chose qui va être généralisé par la suite. Mais déjà, dès les prochaines élections régionales, nous avons demandé qu'un certain nombre de bureaux de vote dans les communes soient choisis pour faire l'expérience. Parce que bon, c'est nouveau. Ça a des incidences techniques, des incidences financières, etc. Donc, plutôt que de le généraliser tout de suite, nous avons retenu, bon, bien sûr la généralisation a été demandée, mais comme compromis, nous avons retenu que oui, le principe du contrôle biométrique de l'électeur est retenu et va être généralisé, mais pour les prochaines élections régionales, nous allons l'expérimenter. On va choisir quelques bureaux de vote et on va expérimenter le contrôle biométrique pour voir et ensuite voir les problèmes, les techniques que ça pose, les problèmes financiers, et les régler
avant de généraliser. Mais le principe est retenu. Et ça, c'est une avancée formidable parce que voilà, c'est quelque chose dont le pouvoir n'avait jamais voulu entendre parler. Voilà, ce que vous dites, c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est consigné dans le document de 15 pages là? Évidemment, c'est consigné dans le document. Je crois que c'est le point, je n'ai pas le... c'est le point numéro... Enfin, on va peut-être y arriver. Voilà, j'ai pas le point ici. Mais c'est consigné dans le... Voilà. C'est consigné dans le document. Je vais peut-être le chercher. Voilà. Alors, sur le fichier électoral, ce qui a été retenu également, c'est le gouvernement proposait une révision électorale, révision des listes électorales. Et nous nous sommes mis d'accord pour faire un nouveau recensement électoral. Un nouveau recensement en lieu et place d'une simple révision. Parce que nous considérons que le dernier recensement s'est passé dans des conditions qui n'étaient pas optimales. Et vous vous souvenez que la C14 avait lancé un appel au boycott du recensement. Donc, même si après, pour les élections locales, nous avons lancé un appel aux électeurs pour aller se faire enregistrer lors de la révision, ça n'a pas été beaucoup suivi. Donc maintenant, le principe a été retenu de faire carrément un nouveau recensement électoral. Et puis, chose importante, c'est que le fichier électoral issu du nouveau recensement sera audité avant sa mise en fonction. Ça permettra peut-être d'éviter les mineurs qui s'inscrivent généralement. Cela permettra surtout de s'assurer que la confection du fichier répond aux normes, répond aux prescriptions du code électoral, mais aussi répond aux normes internationales en la matière. Voilà. Et au niveau du volet de dépouillement électoral, la publication des résultats... Alors, peut-être qu'avant ça, toujours au niveau du recensement, du fichier électoral, il y a deux autres points très importants. Lesquels? Vous savez, jusqu'à présent, l'enregistrement des électeurs qui ne disposent pas de pièces d'identité se fait sur témoignage. Voilà. En particulier dans la capitale, à Lomé, dans le Grand Lomé, 75%, pour ne pas dire 80%, des inscriptions sur les listes électorales se font par témoignage. C'est-à-dire, vous vous présentez, et puis c'est le représentant du chef traditionnel qui dit oui, vous pouvez l'inscrire, il est majeur, il est d'ici, etc. Donc, ce sont des témoignages dont la crédibilité n'est pas toujours établie. Alors donc, ce que nous avons proposé au gouvernement, c'est d'organiser des audiences foraines. Les audiences foraines sont c'est une procédure qui permet, c'est une procédure accélérée et de groupe qui permet de délivrer des actes de naissance à ceux qui n'en ont pas. Donc nous avons demandé que les audiences foraines soient organisées pour la délivrance d'actes de naissance aux Togolais qui n'en possèdent pas. Puisque l'obtention d'une pièce d'identité, que ce soit une carte nationale d'identité ou un passeport, commence par ça. Il faut avoir un acte de naissance, ensuite un certificat d'origine, une attestation d'origine, un certificat et puis le certificat de nationalité. Et c'est ça qui permet d'obtenir la carte nationale d'identité et le passeport. Donc, nous avons proposé qu'une procédure accélérée soit mise en place pour
faciliter la délivrance de cette pièce capitale au Togolais qui n'en ont pas. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas pensé directement à la carte nationale d'identité en dehors de l'audience foraine sur l'acte de naissance? Non, mais vous ne pouvez pas avoir une carte d'identité sans disposer d'un acte de naissance. Je dis, l'obtention d'une carte nationale d'identité commence par l'obtention d'un acte de naissance. C'est l'acte de naissance qui vous permet d'obtenir une attestation d'origine et un certificat d'origine et un certificat de nationalité. Voilà. Je vous pose la question, c'est parce que certains de vos collègues l'ont demandé et qui permettrait peut-être aux Togolais d'aller se faire inscrire librement et voter. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a une procédure de délivrance des cartes nationales d'identité. Vous ne pouvez pas vous présenter comme ça et dire voilà, moi, je suis témoignage de délivrer une carte d'identité. Non, la carte d'identité se fait sur présentation d'un certain nombre de pièces, parmi lesquelles l'acte de naissance. Voilà. Si vous n'avez pas d'acte de naissance, vous ne pouvez jamais obtenir une carte nationale d'identité ni un passeport. Voilà, en dehors de l'audience foraine, vous avez encore proposé quoi? Alors, il y a l'accès au fichier. Nous avons un article, l'article 60 du Code électoral, qui prévoit que tout parti légalement constitué puisse accéder au fichier électoral. Mais pour accéder au fichier électoral, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, s'assurer qu'il n'y a pas de magouille, s'assurer que voilà, que les électeurs d'ici ne sont pas envoyés ailleurs. Bon, donc, voilà. Et le Code électoral le prévoit, mais cela n'a jamais été mis en œuvre. Donc, cette fois-ci, nous avons demandé que l'accès au fichier électoral, que les conditions d'accès au fichier électoral soient précisées par un décret pour permettre à ceux qui y ont droit, c'est-à-dire les partis politiques légalement constitués, puissent y accéder. Voilà, donc pour le fichier électoral, un certain nombre de dispositions que nous avons préconisées. Maintenant, d'autres éléments importants concernent l'authentification du bulletin de vote. Le jour du vote. Le jour du vote. Beaucoup de cas de fraude électorale ont été répertoriés dans le passé, ont été signalés dans le passé. Par exemple, le cas de personnes qui votent plusieurs fois, le cas de personnes qui arrivent avec des bulletins de vote déjà pré-votés, des gens qui mettent plusieurs bulletins dans le bureau de vote, etc. Bon, donc, ce que nous avons jusque-là, l'authentification du bulletin de vote. Vous savez que dans chaque bureau de vote est muni d'un paquet de bulletins de vote. Donc, ils sont propres, les bulletins de vote. Parce qu'on sait que dans chaque bureau de vote, on sait que le nombre d'électeurs ne dépasse pas 500. Donc, chaque bureau de vote dispose de, admettons, 550 bulletins de vote. Bon. Donc, il faut arriver à authentifier les bulletins de vote, c'est-à-dire à reconnaître que le bulletin de vote utilisé dans ce bureau de vote ne provient pas d'ailleurs, ne provient pas d'un autre bureau ou ne provient pas d'ailleurs. Donc, le principe qui était utilisé jusqu'à présent, c'est d'apposer des hologrammes. Derrière le bulletin de vote, il y a un endroit, enfin il y a 4 endroits où on peut apposer l'hologramme. L'hologramme, c'est un petit autocollant qu'on pose. Il y a 4 endroits. Et l'endroit où on doit poser l'hologramme est tiré au sort le jour du vote, avant l'ouverture du bureau de vote. Donc on tire au sort, il y a des endroits 1, numérotés de 1 jusqu'à 4. On tire au sort, si c'est l'endroit numéro 1, on pose l'hologramme là. Donc
tous les bulletins de vote du bureau de vote X. Du bureau de vote X, voilà, seront posés. Dans un autre bureau, ça peut être Peut-être 4, soit peut-être 3, numéro 4, soit c'est 7. dans un autre numéro 2, etc. Mais nous avons constaté que ça n'a pas suffi pour empêcher les fraudes. Et nous avons proposé que l'authentification des bulletins de vote se fasse uniquement par apposition de 2 signatures provenant de 2 membres du bureau de vote tiré au sort, l'un de la majorité et l'autre de l'opposition. En lieu et place des hologrammes, eh bien, on va faire tout simplement des signatures. En dehors des hologrammes? Notre proposition était celle-là. Voilà. C'est-à-dire, en lieu et place des hologrammes, on met 2 signatures de 2 personnes, de 2 membres tirés au sort. Bon, nous avons eu des discussions très difficiles sur ce point parce qu'il y a eu plusieurs propositions. Il y a un parti qui a proposé, par exemple, que l'authentification se fasse par apposition des tampons propres au bureau de vote. Bon, cette proposition n'a pas été retenue parce que tout le monde a estimé qu'il n'y a rien de plus facile que de reproduire un tampon. Et ça se fait dans tous les coins de rue et en 2-3 minutes, c'est bon. Bon. Donc, la proposition, donc il restait 2 propositions sur le tapis. Uniquement les hologrammes, uniquement des signatures. Bon, comme compromis, nous sommes, et comme je le dis tout à l'heure, c'est des négociations. On ne peut pas y aller et puis imposer son point de vue. En sachant que le gouvernement qui va traduire toutes ces propositions en texte de loi, eh bien, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. L'Assemblée nationale qui va adopter ces lois-là, nous n'y sommes pas. Donc nous sommes obligés de trouver, eh bien, nous sommes obligés de trouver des compromis si nous voulons avancer. Voilà. Parce que si nous ne trouvons pas de compromis, c'est la situation actuelle qui continue de prévaloir. Alors, en quoi la prévalence de la situation actuelle nous arrange? Voilà. Donc, il vaut mieux un bon compromis que de laisser le statu quo. Donc, comme compromis, nous avons retenu d'utiliser les 2, c'est-à-dire de mettre l'hologramme et ensuite les signatures. Bon. Ça permettra d'éviter les fraudes. Voilà. Alors, bon, en cas de... Et c'est vrai qu'en cas de litige sur les signatures, bon, on s'assure au moins que l'hologramme est placé au bon endroit. Voilà. Donc c'est ce que nous avons retenu comme compromis. Alors, cette discussion, alors on en parle là, mais ce point a fait l'objet de longues discussions, très longues discussions. Et bon, ce compromis n'est pas tout à fait celui qu'on aurait souhaité, mais comme je le dis, c'est un compromis. Et nous avons dit même dans le texte que qu'on va expérimenter cette procédure d'authentification pour les prochaines élections régionales, et puis on évaluera après les élections régionales pour voir si en fonction des problèmes qu'on aura relevés, on pourrait éventuellement changer notre fusil d'épaule. Voilà. En dehors de ça, on parle également de la clôture du vote, dépouillement. Alors tout à l'heure, je vous disais que le contrôle des électeurs, c'est le point 15. Voilà. Je vous lis textuellement ce qui est vrai. Donc, dans le code électoral en vigueur,
le contrôle des électeurs le jour du vote se fait par la carte d'électeur et la liste électorale disponible par les membres du bureau de vote. Voilà. Il est proposé d'ajouter à ce contrôle un contrôle des empreintes digitales, donc contrôle biométrique. Il pourrait se faire en utilisant des tablettes. Alors, cette nouvelle disposition fera l'objet d'une expérimentation à l'occasion des élections régionales. Les leçons seront alors tirées avant sa généralisation. Ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le point numéro 10. Alors, au niveau de, je crois que la compilation des résultats vous tient à cœur. Ouais. Le principe que nous avons retenu, et ça, je crois que ça a été ça a fait l'objet de demandes de la part de tous les partis politiques, c'est que la compilation des résultats, maintenant que nous avons des communes, plutôt que jusqu'à présent la compilation s'est faite par préfecture. Donc ce que nous avons demandé et retenu consensuellement, c'est que la compilation des résultats, et c'est le point numéro 18, que la compilation se passe commune par commune et à l'intérieur de chaque commune, bureau de vote par bureau de vote. Donc, normalement, si nous sommes bien organisés, nous devons disposer des procès-verbaux de tous les bureaux de vote d'une commune par exemple. Donc, il nous suffit, par exemple, à partir de ces procès-verbaux, de vérifier que la compilation officielle reprend textuellement les chiffres qui figurent dans les procès-verbaux. Bureau de vote par bureau de vote, et ensuite une consolidation au niveau de la commune, et ensuite une consolidation au niveau de la CELI et de la préfecture. Voilà. Donc, ce principe a été retenu. Alors, l'autre point, c'est que les fiches de compilation dans les CELI, alors, ces fiches de compilation qui comportent donc les chiffres, bureau de vote par bureau de vote, avec la signature du président, des présidents du bureau de vote et des rapporteurs, ces fiches existent, qu'on appelle les fiches de compilation au niveau de la CENI. Mais jusqu'à présent, ces fiches étaient des fiches internes à la CENI, donc qui étaient envoyées à la CENI pour une consolidation au niveau national. Donc, jusqu'à présent, les partis politiques, les candidats n'avaient pas accès à ces fiches de compilation. Voilà. Donc, il a été retenu, et c'est au point 18, que les fiches de compilation dans les CELI soient établies en un exemplaire original et une copie. L'exemplaire original est envoyé à la CENI et la copie reste à la CENI pour consultation par les candidats ou leurs représentants. Alors donc, il reviendra à la CENI d'établir une directive pour fixer les conditions de consultation. Mais nous avons insisté pour que cette consultation puisse se faire, puisse être facilitée, et même que la possibilité soit réservée aux ayants droit de prendre des copies dématérialisées, c'est-à-dire des photos, des scans, etc. Et envoyer au niveau de leur base. Absolument. Voilà, et en dehors de ça, le problème de transmission des résultats, c'est également un autre débat. Bon, alors, le problème de transmission des résultats, c'est vrai, c'est un autre débat, mais sur la base d'un certain nombre d'observations issues des dernières élections, nous n'avons pas abordé le problème de la transmission électronique des résultats. Cela fera l'objet de discussions au sein
du cadre permanent de concertation, en relation avec la CENI. Parce que tous les procédés, toutes les procédures de transmission électronique qui ont été utilisées jusqu'à présent, selon les autorités de notre pays, ont posé des problèmes. Donc il faut qu'à froid, nous réexaminons le problème pour trouver les bonnes solutions. De toutes les façons, au XXIe siècle, personne ne peut plus imaginer qu'il n'y ait pas un traitement électronique des résultats. Si le traitement devait se faire de bout en bout manuellement, il faudrait attendre peut-être un trimestre pour avoir les résultats. Voilà, donc le traitement électronique se fera, mais ça doit encore faire l'objet de réflexion